peur. Je suis très émue aujourd'hui et honorée, comme il y a 3 ans, d'accueillir ici Emmanuel Todd, au Dialogue Franco-Russe. Il y a 3 ans, on a parlé de l'ouvrage qui s'appelle « Où en sommes-nous ?», où il s'agit de l'histoire de différents pays, notamment de la Russie. Et je cite: « En réalité, la Russie restait le seul élément d'équilibre capable d'empêcher que l'Amérique, ivre de sa victoire, ne commence à se penser le maître du monde. » Je pense que ce soir, justement, on va parler entre autres... Ah bah c'est la suite, c'est très bien construit. Ouais. C'est ça. Est-ce que les États-Unis se sentent toujours les maîtres du monde ou pas? Je ne sais pas si je dois vous présenter Emmanuel Todd, je le ferai quand même, puisque c'est la tradition. C'est anthropologue, démographe, historien et prospectiviste. Ça, c'est très intéressant, je trouve. On va voir comment vous allez justement vous projeter dans les relations russo-américaines ou françaises. Et c'est quand même l'homme qui a prédit la chute finale, la chute de l'Union soviétique. Facile. Aujourd'hui, justement, devant nous, on a quelqu'un qui va nous dire toute la vérité, en fait, sur les relations franco-russes. Je dis franco-russe toujours, puisqu'on sommes au dialogue franco-russe, mais plutôt russo-américaine. Le titre a été choisi par Emmanuel Todd, L'amour vache. Alors, parlez-nous de ce couple États-Unis-Russie. Emmanuel Todd. Je vous remercie d'être tous là. Je vais avoir l'air un peu égaré parce que j'ai passé ma semaine à faire des gardes d'enfants, de mes petits-enfants, car j'ai beaucoup de petits-enfants, donc je suis un peu surpris de revenir dans le monde normal. Alors, et j'ai une difficulté supplémentaire, c'est que d'habitude, quand on fait une conférence, on reprend du travail terminé depuis longtemps. Un livre, par exemple. Là, la conférence précédente que j'avais faite ici était quand même tirée d'un livre. Là, en fait, pas du tout. J'ai vraiment travaillé pour ce soir. Je recommence à faire de la géopolitique. Et donc, je vais faire une conférence qui est plutôt dans l'esprit séminaire de recherche, où je ne suis pas sûr de ce que je dis. C'est des hypothèses à vérifier. Ça risque d'être mal construit et faux. Et donc, je vous prie de m'excuser d'avance. Alors, quand je dis séminaire de recherche, c'est parce que vraiment, je me suis reposé la question, pas du ressentiment occidental en général contre la Russie, qui est un sujet général. On pourrait parler de la russophobie française, de la russophobie anglaise, de la russophobie suédoise, que je trouve la plus intéressante en Europe actuellement. Là, c'est la russophobie américaine, qui est peut-être pas la plus intéressante, mais qui est quand même la plus importante sur le plan stratégique, et dans une optique nouvelle. Parce que avant, quand j'en parlais, c'était plutôt... comment dire, j'étais paralysé par un sentiment d'indignation. J'ai fait une grande carrière anticommuniste quand même, puisque je suis entré dans le métier en prédisant l'effondrement du système soviétique. Mais je trouve que ce qui a été fait à la Russie après l'effondrement paisible du communisme et la rétraction de puissance considérable de la Russie était simplement indigne moralement. Mais l'indignation morale, c'est pas terrible pour faire de l'analyse. Ça peut donner des résultats intéressants sur le plan moral. Mais c'est un peu handicapant pour l'analyse. Là, je trouve que le moment est venu, est un bon moment pour faire de l'analyse, parce qu'en termes de solidité intérieure et stratégique, la Russie est revenue à l'équilibre. C'est absolument clair que les Russes n'ont plus peur des Américains. C'est ce qu'on a vu en Syrie. Et donc, en vérité, la Russie n'a plus besoin d'être aidée ici. Et l'indignation ne sert plus à rien. Donc c'est des meilleures conditions pour réfléchir à ce problème de la question du ressentiment américain pour la Russie. Alors c'est
la question, j'ai repris des sondages Gallup, donc pas bonnes opinions de l'URSS en 1989. Donc nous sortons de 60 ans de communisme totalitaire. Bonne opinion, 62%. Bonne opinion de la Russie en 2021. Il y a quand même des élections, c'est pas parfait, mais il n'y a plus de menace stratégique, 22%. Donc, je veux dire, cette simple trajectoire, je veux dire, est quelque chose de tout à fait étonnant. Et le nœud est toujours là. Donc, on est l'une des autres conditions qui fait que c'est intéressant de réfléchir maintenant sur la Russie, plutôt sur la russophobie, parce qu'en fait, la russophobie, ça n'est pas parler de la Russie. Parler de la russophobie, c'est parler des Occidentaux. Avec la russophobie, on arrive dans le cerveau des Occidentaux. Pas du tout dans la Russie elle-même. Mais là, ça devient vraiment intéressant parce que pour les Américains eux-mêmes, la vraie menace stratégique, c'est la Chine. On pourrait s'imaginer que immédiatement, le réflexe américain, face à la montée en puissance de la Chine, soit de refaire à l'envers ce qu'ils avaient fait, Nixon et Kissinger, en s'associant à la Chine dans les années 70. Mais peut-être ça viendra d'ailleurs, je ne sais pas. Mais ce n'est pas du tout un réflexe naturel, alors que c'est même pas du niveau de partie d'échecs pour grands débutants. Vous voyez ? Et pourtant, j'ai lu là, dans les recherches actuelles, il y a un très bon bouquin de Stephen Walt, qui est l'un des géopoliticiens américains intelligents, qui décrit super bien la stupidité de l'establishment géopolitique américain, qui m'a fait très peur, hein, parce que j'ai découvert... En fait, moi, ces dernières années, je me suis plutôt consacré à la mise en boîte de notre establishment. Je perçois plus directement la bêtise de nos dirigeants à nous, en France. J'ai fait une spécialité de ça. Mais l'establishment géopolitique américain, c'est une sorte de Bernard-Henri Lévy collectif sur le plan intellectuel. C'est extraordinaire. Et c'est ce que montre Stephen Walt. Il montre comment des types qui se sont toujours trompés, ne sont jamais éjectés. Enfin, c'est vraiment... Et lui est partisan de ce qu'il appelle... il ne veut plus d'intervention directe des États-Unis. Il est partisan du offshore balancing, c'est-à-dire de trouver des alliés pour équilibrer, etc. Et dans cette logique, il dit que l'Amérique doit moins intervenir. Et dans son livre, il dit, par exemple, on pourrait être plus sympa avec l'Iran. Ça serait un premier pas. Et donc, ce type, il est capable de penser à un renversement d'attitude vis-à-vis de l'Iran pour faire contrepoids à la Chine. Mais pas la Russie. Pas la Russie. J'ai essayé de lui écrire pour lui demander pourquoi, mais je n'ai pas eu de réponse. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de, je dirais, de tout à fait étonnant, d'autant plus que c'est tellement facile de regarder autrement la Russie. Alors ça aussi, c'était un grand choc dans ces recherches. Moi, toute ma réputation est fondée de façon tout à fait légitime sur un coup d'œil que j'ai eu sur le taux de mortalité infantile soviétique entre 1971 et 1974. J'étais tout gamin, j'avais 25 ans, et j'avais vu, je suis quand même un peu démographe, et j'avais vu le taux remonter entre ces deux dates de 22,9 à 27,9 pour 1000. Ce qui était tout à fait extraordinaire et ce qui permettait de dire, mais il n'est pas vrai que la Russie, ou l'URSS plutôt, continue de progresser, quoique à un rythme plus lent, ce que disaient les rapports de la CIA. Cette élévation du taux de mortalité infantile qui mesure le destin des individus les plus fragiles dans une société est vraiment très significatif. J'avais réussi à convaincre la CIA quand même. Deux journalistes de la sélection du Reader's Digest étaient venus pour savoir quelles étaient mes sources. Je n'avais pas d'autres. Et peu de temps après,
les Américains ont lancé des études sur la mortalité infantile soviétique, ce dont je suis très fier. C'est mon entrée dans la carrière de l'espionnage. Voilà. Alors voilà. Alors bon, bon, donc ça a marché. C'est un indicateur important et fiable. Bon. Alors maintenant, on a le contraire. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait des gens qui surestimaient la prospérité soviétique, même à l'Ouest. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu hier dans le Monde, c'est affreux le niveau de vie qui baisse en Russie. Hein, c'est terrible. Avec quelques indicateurs, etc. Et pas beaucoup de choses dans le papier. Un très gros papier de Benoît Vitkine, je crois. Et qu'est-ce qui se passe si on regarde ce qui est devenu le taux de mortalité infantile russe? Enfin, on peut continuer à suivre le même indicateur. Donc en 1990, il avait recommencé un petit peu à baisser, il était encore à 18,4 pour 1000 habitants en Russie. Maintenant, en 2019, il est tombé à 4,9. 4,9, c'est moins bien que la France, 3,5. C'est moins bien que la Suède et le Japon, qui sont les plus bas du monde, qui sont à 1,9. Mais c'est moins que le taux de mortalité infantile américain maintenant. C'est-à-dire que sur cet indicateur central, si on prend simplement le destin des enfants nouveau-nés dans leur première année, les États-Unis sont désormais en retard sur la Russie. Alors sur la Biélorussie, je ne vous dis pas, parce qu'eux sont à 2,7. Sur la Biélorussie, la France est en retard sur la Biélorussie. Vous voyez, c'est des indicateurs très simples, et si ça a marché dans les années 70, pourquoi ça ne marcherait pas maintenant? Alors, il y a un autre... je vous soumets ça. Donc en fait, pas pour ça, mais pour dire que c'est tout à fait étonnant la persistance d'un discours négatif sur la Russie, alors qu'il est si facile de sortir des évolutions positives spectaculaires, y compris maintenant dans les années les plus récentes. Alors, là, je vais vous laisser avec ma perplexité principale du moment. Autre question démographique. L'un des autres indicateurs que j'avais utilisé pour écrire la chute finale, qui est l'évolution du taux de suicide. Alors, je ne l'avais pas eu directement à l'époque. J'avais fait une estimation par la surmortalité masculine, puisque les hommes se suicident plus que les femmes, etc. Et la surmortalité masculine était très très élevée en Russie et le reste, en fait. Et si on prend les séries de l'Organisation mondiale de la santé, dont je ne sais pas d'où elles viennent, on peut conserver l'idée d'un taux de suicide de la Russie assez élevé. Mais si on prend les données qu'on trouve de l'OCDE, dont j'ai vérifié qu'elles viennent de la statistique russe elle-même, mais le taux de suicide russe serait tombé à 11,5 et serait lui aussi inférieur au taux américain qui a monté, parce que l'Amérique va très mal. L'Amérique sera à 14,5. Mais je donne ça comme un sujet de recherche. Si quelqu'un a des réponses, il faut me le dire. Personnellement, je ne vois pas d'où viennent les chiffres de l'OMS, puisque je suis allé chercher dans l'annuaire, dans la version anglaise de l'annuaire statistique russe, ces séries. Et je veux dire, si les Russes n'ont pas trafiqué leurs statistiques de suicide à l'époque soviétique, je ne vois pas trop comment elles le seraient maintenant. Ou alors vraiment, le monde perd son sens, y compris pour les démographes. Alors, cette évolution russe est vraiment très frappante quand on voit ce qu'est l'évolution de la mortalité aux États-Unis. Ça, c'est très important parce que les choses que je vais dire sur les rapports américano-russes supposent qu'on soit capable de penser les deux pays de façon assez symétrique et au même niveau de critique, en fait. Et donc là, je sors de la lecture d'un très bon livre de Anne Case et Angus Deaton. Deaton est prix Nobel d'économie, qui s'appelle Death of Despair and the Future of American Capitalism, et qui parle en fait de l'augmentation de la mortalité des Blancs de 45, 54 ans aux États-Unis. Une augmentation de mortalité qui aboutit
à l'échelle collective pour les États-Unis à des baisses d'espérance de vie et qui s'explique par la hausse des suicides, des morts par empoisonnement, par excès d'utilisation d'opioïdes et d'alcoolisme. Et des morts qui, en fait, reflètent la destruction de la classe ouvrière américaine. Ça dure depuis une dizaine d'années. Ça s'étale sur toutes les années 2000, et on ne sait pas si c'est fini. Et je ne sais pas trop, en fait. Vous voyez, mais c'est quand même une évolution frappante. Et c'est... Si vous voulez, j'ai sorti ces chiffres fondamentalement pour poser mon problème et pour poser la question de comment est-ce qu'on peut être confronté à des évolutions aussi positives de stabilité du système social russe, au-delà de tout ce qu'on dit sur l'économie, etc., et d'évolutions aussi négatives des États-Unis, et comment est-ce qu'on peut continuer dans ce délire russophobe sans se poser de questions. Parce qu'il faut bien voir que si ces tendances se confirment, ça veut dire que le modèle social russe est en train de se rapprocher du modèle européen et que les États-Unis sont en train de s'éloigner du modèle européen de l'Ouest. Donc en fait, si ces tendances se confirment, on va vraiment vers une révision des attitudes traditionnelles assez radicales, parce que le jour du jugement dernier vient toujours. Hein, la chute finale, prédite dans cet essai sur la décomposition de la sphère soviétique, a eu lieu. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, ça va être le thème de cette... Je vais présenter une thèse qui vous paraîtra peut-être, je ne sais pas si on doit dire aventureuse, loufoque, où je n'ai rien pris comme produit avant de venir. Je veux dire, dans la perception commune des choses, il y a l'idée qu'il y a eu un affrontement Est-Ouest entre l'Union soviétique et les États-Unis, et que, au sortir de cet affrontement, l'Ouest, les États-Unis ont gagné, et que le système social soviétique, russe en son cœur, a implosé. Et donc l'idée générale, c'est qu'il y a eu un vainqueur et un vaincu. D'accord ? J'ai pas dit de bêtises ? C'est bien l'opinion commune. Hein ? Alors, je ne vais pas dire que la puissance militaire américaine ne s'est pas fantastiquement étendue une fois que l'Union soviétique a implosé. Mais ce que je vais essayer de montrer, j'ai l'impression d'être dans un concours d'éloquence où on doit démontrer n'importe quoi, c'est qu'en fait, le système social américain a aussi implosé à cause de la concurrence soviétique. Et que même l'implosion du système social américain a plutôt précédé celle du communisme. Et que ce que nous voyons maintenant, avec la hausse de la mortalité aux États-Unis, est un effet différé de cette implosion du système social américain, mais qu'on n'a pas perçu parce qu'on a continué d'utiliser les mêmes mots pour désigner des choses différentes. Alors les mêmes mots, ça va être la démocratie libérale, ça va être le capitalisme, et toute cette sorte de choses. Voilà, j'ai posé le défi, et alors ce que je fais, c'est que je vais étudier, j'ai dit optique séminaire, donc je n'ai pas une grosse exigence de cohérence ou de construction, surtout après mes gardes d'enfants, parce qu'il faut s'adapter. Et donc je vais un peu regarder l'interaction des systèmes sociaux américains et russes depuis la guerre et essayer de suggérer que ce que je dis peut avoir un sens. Et c'est assez technique, vous allez voir. Alors je vais d'abord voir ces systèmes en opposition, ce qu'ils ont en opposition, dans le sens anthropologique. Ensuite, je parlerai d'un parallélisme d'évolution, avec un décalage dans le temps. Ensuite, j'évoquerai une complémentarité, et je terminerai par ce qui me semble être un processus de destruction mutuelle des deux systèmes. Vous voyez, j'ai travaillé quand même. Hein. Ah, oui.
ou même autre chose que venir faire du service après-vente d'un bouquin. Hein? Alors, l'opposition des deux systèmes, pour moi qui suis anthropologue, comme Irina l'a rappelé, elle est extrêmement simple parce que dans mes catégories familiales, les systèmes anglo-américains et russes sont deux types opposés. La famille traditionnelle anglo-américaine, c'est la famille, ce que j'appelle famille nucléaire absolue. C'est depuis le XVIIe siècle au moins, et probablement avant, papa, maman, les enfants et rien d'autre, et sans règle d'égalité dans l'héritage. C'est ce qui distingue du modèle nucléaire français. Donc un système très individualiste et qui nourrit l'individualisme du système social et qui explique toutes les qualités ou les potentiels des systèmes anglo-américains, la flexibilité, le libéralisme politique et des choses comme ça. Le système familial russe, c'est la famille communautaire, c'est le père, les fils, je parle des paysans, hein. Je parle de la paysannerie, je ne parle pas de la suite. C'est le père, ses fils, donc c'est un système patrilinéaire. Le caractère patrilinéaire se trouve toujours dans la façon dont on est nommé en Russie, en fait, dans le système de nomination. Et puis les femmes, élégamment échangées comme des paquets entre des grandes familles paysannes, mais avec, par rapport au système équivalent chinois, vietnamien ou serbe, toutes les régions qui ont produit du communisme en fait, une bizarrerie anthropologique qui est un statut resté élevé des femmes malgré tout. Donc il y a une tension dans le système familial russe qui est très patrilinéaire, autoritaire, égalitaire entre les frères, mais avec une position des femmes qui était restée élevée. Alors, en termes de valeurs, bien entendu, c'est l'explosion, dans mon modèle, c'est l'explosion de ce système familial que j'appelle communautaire pour me simplifier la vie, qui explique l'émergence du communisme. Parce que les valeurs fondamentales du communisme, si on les réduit, je ne suis pas un spécialiste de l'idéologie dans le détail, hein. L'analyse de l'idéologie, je la fais façon boucherie, très simple. Hein. Liberté sans égalité dans les systèmes anglo-américains, autorité et égalité dans le système russe, et projeté dans un moment de trouble et de décomposition sociale, ça va produire du communisme, un système totalitaire. Et donc le père de famille russe remplacé, comme j'ai dû le dire la dernière fois, là je suis en mode routine sur la famille, c'est pas difficile pour moi. On remplace l'autorité dans la famille par le parti, l'État, et comme je dis rituellement, l'institution soviétique qui était le plus proche de l'état d'esprit de la famille, c'était le KGB, parce qu'il s'occupait des gens personnellement. Voilà. Donc voilà. Alors, jusque dans les lits. Ah ben je sais, j'avais été renseigné par une amie qui avait passé un stage de russe dans les années 70, au début des années 70 à Voronezh, et qui était très, très surprise de retrouver, d'être convoquée par le KGB, qui avait un rapport de son petit ami sur son comportement sexuel. Oui, c'est ce à quoi vous faisiez allusion. C'est l'esprit séminaire, là. On plaisante. Hein? Léger. Alors... Pas celui qui a fréquenté Staline. Bon, oui, bon, on ne peut pas tout faire. Bon, et donc, alors, il est évident que si on prend les systèmes anglo-américains d'une part, le système russe d'autre part, ils sont polairement opposés, ils n'ont aucune valeur commune. La valeur d'exogamie, de mariage à l'extérieur du groupe familial, est commune et les distingue de la famille communautaire arabo-musulmane, en fait. Mais sans ça, c'est opposé. Donc, par exemple, les Russes vont avoir en commun avec les Allemands la dimension autoritaire, les Français vont avoir en commun avec les Anglais la dimension libérale, des choses comme ça. Mais vraiment, en termes de polarité, la liberté sans l'égalité et l'autorité avec l'égalité, on a effectivement deux systèmes opposés, et ils étaient vraiment bien fabriqués pour s'affronter. Il n'y a pas de problème. Donc l'organisation du monde après 1945, de mon point de vue d'anthropologue, était très satisfaisante, l'affrontement des deux.
communisme contre libéralisme, en fait. Voilà. Alors, cela dit, si on commence d'entrer dans ce que j'essaie de faire, une sorte de logique systémique, où on ne regarde plus les États-Unis seuls ou la Russie seule, mais les deux comme un système, ben, on voit tout de suite qu'un monde comprenant un pôle communiste, autoritaire, égalitaire, et un pôle libéral, non égalitaire, est un monde équilibré. Je veux dire, dans les rapports, si on pense en termes, si ces deux systèmes sont en équilibre, la planète est équilibrée. Donc là, on approche peut-être de ce que je ne verrai pas tout de suite dans la partie suivante, mais je veux dire, de ce moment de bonheur, d'équilibre, qu'a été pour les deux systèmes sociaux l'essentiel de la guerre froide. Alors, je continue et j'arrive à la rubrique parallélisme. Là, non, mais je suis très content parce que d'habitude, c'est moi qui fais ces bruits. Donc c'est comme quand quelqu'un casse un verre, parce que d'habitude, c'est moi qui casse les verres. Donc voilà. Parallélisme. Alors, là aussi, le parallélisme, ça serait celui de toutes les sociétés qui sont en développement. Et c'est un parallélisme qui va être défini par l'évolution éducative. Dans mon modèle, les structures familiales donnent une sorte d'ambiance de rapport à l'égalité, à la liberté, ces choses-là. Mais le mouvement de l'histoire, fondamentalement, pour moi, c'est le mouvement de l'éducation. Je suis dans l'optique Condorcet, hein, le mouvement de l'esprit humain. Quelquefois, je me définis comme un hegelien statistique, puisque je ne trouve pas ça dans Hegel, mais dans des tabulations statistiques sur les taux d'alphabétisation. Et donc, les deux pays ont traversé de façon décalée d'abord l'alphabétisation de masse. L'alphabétisation de masse, c'est important parce que c'est ce qui a créé le moment démocratique. L'alphabétisation de masse, avant même d'y arriver, c'était ce moment où les sociétés ont senti que tout le monde allait être capable de lire et d'écrire, alors qu'on partait du Moyen-Âge, à une époque où seuls les prêtres savaient lire et écrire. Même pas les nobles. Hein. Dans mon souvenir, Charlemagne ne savait pas lire. Et puis ensuite, les marchands, les artisans, apprennent à lire et écrire. Et donc, tout d'un coup, cette chose qui paraissait incroyable se profile comme une possibilité. Et c'est le moment où les sociétés sont capables de penser les hommes égaux, sont capables de penser en termes de citoyenneté. Je veux dire, le développement de l'alphabétisation universelle, je veux dire, ça fait partie des choses qui ont rendu le suffrage. Pardon. Un peu, parce que ça, c'est important, l'alphabétisation. Oui, très bien. Bon, moi, j'ai passé ma vie dedans, donc, et d'ailleurs, je sais lire. Donc, voilà. Et alors là, il y a un décalage, puisque vers 1900, quand on voit les recensements, toute la population blanche américaine, masculine et féminine aussi d'ailleurs, était alphabétisée. La Russie avait, de ce point de vue-là, un gros retard. Mais si on regarde les recensements successifs, en particulier le recensement de 1897, on voit qu'avant même la révolution russe, la moitié des hommes jeunes, ça se mesure aussi par l'alphabétisation des conscrits, savaient lire en Russie. C'est vrai que le communisme a systématisé et accéléré l'alphabétisation, surtout d'ailleurs en Asie centrale. En fait, l'alphabétisation n'est pas quelque chose qui a été créé par le régime soviétique, c'est quelque chose qui a permis l'émergence du communisme. Quand la moitié des gens savent lire et écrire, on a des révolutions, et puis on voit s'installer dans les divers systèmes l'idéologie ad hoc. C'est-à-dire, c'est au moment où les gens savent lire et écrire aux États-Unis qu'une démocratie de type libéral, égalitaire d'une façon que je vais préciser, peut se mettre en place. Et c'est au moment où les gens commencent à savoir lire et écrire qu'on a d'abord la révolution de 1917 et puis le rebond stalinien, qui est comme une deuxième révolution allant avec la marche de l'alphabétisation. Alors là, j'ai dit, ça c'est très très important pour la suite,
y a un mystère de la démocratie américaine qui est une démocratie réelle, mais qui a émergé, certes dans des situations d'alphabétisation universelle, mais dans un système anthropologique et familial assez indifférent à la valeur d'égalité. Et la valeur d'égalité, je ne suis pas le premier à le dire, je ne sais même, peut-être c'est même dans Tocqueville en fait, elle a été donnée aux États-Unis, si on peut dire, par le racisme. C'est-à-dire que l'existence d'Indiens ou d'esclaves noirs a permis la définition d'une égalité blanche. C'est absolument central. C'est-à-dire que travailler sur les États-Unis, c'est travailler sur le racisme. Je suis culturellement plutôt pro-américain. Ma famille était réfugiée aux États-Unis pendant la guerre. Du côté de mon père, j'ai un grand-père qui était juif viennois, qui est mort près de Los Angeles. Tout le monde a fini par se retrouver. Toutes les branches de la famille ont fini par passer par Los Angeles ou Hollywood à diverses époques. Donc il ne faut surtout pas s'imaginer que je suis... peut-être je vais devenir anti-américain, ça m'étonnerait, mais je ne serai certainement pas un anti-américain banal. Voilà. Je serai un anti-américain de l'intérieur des États-Unis. Voilà. Mais non, je déconne là. Ils sont quand même trop sympas. Et le gouvernement américain, c'est autre chose. Et donc, en fait, ce qui a rendu, je pense, la démocratie américaine possible, c'est la combinaison de l'alphabétisation de masse et de la désignation des Noirs comme portant la différence humaine. Donc, on a appelé ça privilège blanc, on peut appeler ça démocratie ethnique, mais et toute la suite de l'histoire des États-Unis montre que la démocratie américaine ne peut pas fonctionner correctement sans cette dimension raciale. L'exclusion des Noirs. Je vous demande, c'est là que je fais l'esprit séminaire, parce que c'est trop rapide de dire ça comme ça. Mais il y a une littérature, enfin, je ne sais pas, j'ai des rayons de bibliothèque sur le sujet. Je vous prie d'accepter l'idée que c'est quand même peut-être pas admis avec autant de force que je le dis là, mais que personne n'oserait dire qu'il n'y a pas de rapport entre l'exclusion des Noirs à la grande époque et le sentiment d'égalité blanche. Vraiment. Donc ça, c'est très important. Donc on a quand même une différence, c'est que on a une phase démocratique russe qui est un peu bizarre parce que ça prend la forme de l'émergence communiste et d'un système totalitaire, mais bien ancré dans une valeur égalitaire quand même, au niveau familial. Et puis, du côté américain, on a une phase démocratique qui est puissante, qui est en fait, une des premières démocraties, mais une démocratie raciale en fait. Alors, ça a commencé, cette belle mécanique a commencé de cet apogée démocratique à... Je ne suis pas en train de dire que le communisme est l'apogée de la démocratie en Russie. Hein. Je suis dans mes modèles, il faut être tolérant, c'est plus compliqué. Ce que je raconte ce soir devrait faire l'objet d'un livre de 300 pages que je n'écrirai pas, hein, en fait. Vraiment, c'est un sujet pour 300 pages. Et moi, j'ai 70 ans, j'ai super pas le temps de faire un livre de 300 pages sur ces sujets. Alors, comment est-ce que ce système est ébranlé de façon parallèle et décalée? Eh bien, ça, c'est quelque chose que j'ai analysé dans des tas de livres. C'est que si l'alphabétisation universelle égalise et donne le sentiment à tous les habitants d'une société qu'ils ont quelque chose en commun, quel que soit leur niveau de richesse, quelles que soient toutes les autres variables, eh bien, contrairement à ce qui était attendu de l'éducation supérieure, elle refragmente la société. C'est-à-dire que l'éducation supérieure, maintenant c'est quelque chose qui est complètement accepté, routine, mais que j'avais noté dans l'illusion économique, je crois que c'est en 1998, c'est-à-dire que l'effritement des valeurs égalitaires, l'émergence de politiques économiques inégalitaires est lié en Occident à la nouvelle stratification éducative. Ça maintenant, c'est un truc de routine. Hein. Donc, par exemple, je citais ce bouquin sur l'augmentation de la mortalité aux États-Unis. Ce livre-là
trie systématiquement l'évolution démographique selon le niveau de diplôme. Et en fait, toute la hausse de la mortalité est encaissée par les gens qui n'ont pas de diplôme d'éducation supérieure. Alors les autres, il n'y a pas tellement de gain d'espérance de vie. Mais c'est vraiment quelque chose qui est accepté. Et donc, c'est très intéressant de voir à quel moment la proportion de jeunes d'une génération faisant des études supérieures a été suffisante pour, je dirais, effriter ou briser, commencer de briser le sentiment d'égalité. Alors, comme je m'étais pris 50% d'alphabétisés pour les phénomènes révolutionnaires et l'entrée en démocratie, à l'œil, à la louche et avec l'expérience du chercheur qui a travaillé sur beaucoup de pays, j'ai mis à 25% la proportion de jeunes ayant un diplôme d'enseignement supérieur et l'atteinte de ce seuil de 25% et l'entrée en effritement de la démocratie pour des raisons internes aux sociétés. Et là, on va retrouver, mais déjà un peu raccourci, l'écart temporel entre les États-Unis et la Russie. Donc ça se passe aux États-Unis entre 1965 et 1970. Et vous allez voir que la date russe est fantastique, en fait. Et ça se passe, ce seuil de 25% a été franchi par la Russie entre 1985 et 1990. Donc si je dis que la hausse de la mortalité infantile est le symptôme d'une désagrégation du système soviétique, là je dis, mais attention, ce qui explique la désintégration idéologique du communisme russe, c'est la stratification, peut-être, c'est la stratification éducative qui naît du développement de l'éducation supérieure. Je réutiliserai, comme on dit en cuisine, je réserve pour réutilisation plus tard. Alors maintenant, j'en viens, ce qui pour moi est le plus intéressant, le troisième point, cette analyse systémique et ensemble de la Russie et des États-Unis, la complémentarité, et donc là j'en viens à ce moment béni de la guerre froide, première partie, de ce moment où les deux adversaires exercent chacun sur l'autre une pression mutuelle bénéfique, dans un premier temps. Alors, je ne vais pas tellement parler de la pression américaine sur la Russie, parce que, comme la Russie était un pays en rattrapage, une bonne partie de ce qui marchait dans la planification, c'était simplement imiter ce qui avait été fait avant ailleurs. Donc, en fait, on n'a pas tellement à démontrer l'existence d'une influence américaine sur la Russie. De toute façon, le rattrapage des États-Unis ou l'Occident capitaliste était l'objectif officiel de l'Union soviétique. Ce qui m'intéresse le plus ici, c'est la pression que l'Union soviétique et le communisme ont exercée, d'abord, je veux dire, de façon bénéfique entre 1950 et 1970, sur les États-Unis. En vérité, sur tout l'Occident. Mais ça a été dit ailleurs et autrement. Mais c'était quoi cette pression? C'est que la concurrence soviétique ou communiste ou socialiste, vous appelez ça comme vous voulez, a obligé le capitalisme à se civiliser. C'est-à-dire l'état social merveilleux d'après-guerre, le New Deal de Roosevelt repris et embellissant après la guerre, c'est simplement la réponse à la concurrence du communisme. Il n'était pas pensable de faire un capitalisme ultra-libéral débile comme au XIXe siècle ou au début du XXe. L'Union soviétique existant et ayant des taux de croissance impressionnants et envoyant des fusées dans l'espace et Sputnik et toute cette sorte de choses. Donc il faut bien... On s'est éloigné de ça, mais il faut se rendre compte que le communisme russe a exercé une pression. Je dirais que c'est le paradoxe ultime du communisme russe qui était quand même assez dur pour les Russes eux-mêmes. Quand même, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est que pour l'Ouest, ça a été tout bénef.
C'était extraordinaire, parce que ça a permis la montée en puissance d'un État social, avec le plein emploi, un keynésianisme allant de soi, une Amérique responsable sur le plan planétaire, refaisant le plan Marshall, relançant les économies de toute l'Europe occidentale, et notamment de l'Allemagne et du Japon, les deux adversaires dont j'aurai l'occasion de reparler. Et j'aurais tendance à dire que le moment de la concurrence, là j'approche de mon sujet, avec des gros sabots, le moment de la concurrence russe a été le plus beau moment de l'histoire américaine. Le bonheur d'être américain, Happy Days, là, ces feuilletons, c'était le moment de la concurrence russe. Donc il faut voir que la puissance russe a été associée à un grand moment de bien-être dans la vie des États-Unis, avec une classe ouvrière prospère. Alors, bon, il y a eu le macartisme, mais ils étaient un peu anxieux. Mais qu'est-ce que cette petite peur par rapport à une classe ouvrière qui commençait à se penser classe moyenne? Et donc, d'ailleurs, en fait, ça a été dit 1000 fois, mais j'ai trouvé, je peux vous donner une version, j'ai lu dans mes recherches, j'ai lu le dernier livre de Robert Kagan, un ignoble néoconservateur, complètement cinglé, etc., et dont le dernier bouquin s'appelle The Jungle Grows Back, la jungle revient, dans lequel il explique que sans la puissance militaire américaine, la démocratie est foutue. Comme je ne pense plus que les États-Unis soient une démocratie, je ne suis pas très inquiet. Donc, voilà. Et il y a cette phrase extraordinaire, bien que nous ayons été soulagés de l'effondrement du communisme, l'ordre libéral mondial était florissant lorsque le communisme était l'ennemi. Kagan, néoconservateur américain, le retour du follet. Donc là, il parle des États-Unis, il est moins efficace face aux contre-lumières. Puis un peu plus haut, il y avait une raison peut-être, était que le communisme émergeait lui-même comme le libéralisme des Lumières. En fait, c'est qu'il y avait quelque chose de commun quand même entre les deux systèmes. Je trouvais ça assez beau comme conception. Alors, je dirais que ce moment de concurrence a mené, dans un premier temps, à un épanouissement de la démocratie sociale américaine. Et maintenant, j'en viens à mon quatrième point de mise en confrontation des États-Unis et la Russie. Mais en fait, cette concurrence a poussé le système social américain au-delà de sa limite possible et l'a fait basculer dans autre chose. Alors d'abord, sur le plan économique, ça produit ce mouvement ouvrier, cette classe ouvrière épanouie, avec des syndicats tout-puissants, a conduit aux États-Unis à une baisse du taux de profit tout à fait considérable. Avec dès 1971, il y a Louis Boswell qui est devenu ensuite juge à la Cour suprême. The American economic system is under broad attack. Et donc, il prône l'organisation du patronat pour réagir. Et donc, l'Amérique est poussée au-delà d'elle-même. Et, comment dire, mais je dirais que le plus... et on sent que tout ça va mener à la révolution néolibérale qui a mené à un autre système. Mais je dirais que le facteur le plus important, j'espère que vous n'aurez pas l'impression d'une vision trop particulariste du système social américain, c'est le rôle de la concurrence communiste dans l'émancipation des Noirs américains. C'est-à-dire, c'est très explicite. Je veux dire, il y a, dans l'émancipation des Noirs américains, il y a une partie, pour une part, c'est le mouvement éducatif des Noirs américains eux-mêmes, l'augmentation du niveau éducatif. Il y a un élément endogène. Mais quand même, la gestion de la question noire américaine
dans les années 50 et 60, jusqu'au Civil Rights Act de 1964, a été très consciemment influencé par la nécessité de faire face à la concurrence idéologique communiste. Hein? Et la vérité est que donc c'est admirable en un sens. Je veux dire l'émancipation des Noirs aux États-Unis est une très belle histoire, mais c'est une très belle histoire qui, au stade actuel, n'a pas du tout abouti. C'est-à-dire que ce n'est pas dans les sondages, mais c'est dans les comportements. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Optique séminaire, je ne prouve pas tout ce que je dis, j'avance trop vite et nous écrirons 3 livres sur la question pour le démontrer quand nous serons morts. Mais il faut bien voir que si j'ai défini tout à l'heure le racisme américain et la mise à l'écart des Noirs comme ce qui permettait de définir l'égalité blanche, eh bien, il est évident, c'est presque logique, que l'abolition officielle de l'infériorité noire va détraquer le système égalitaire américain, que ça va être un choc interne majeur. Et c'est ce qui rendra la sécurité sociale impossible ou périmée, parce que pour être dans un même système de sécurité sociale, il faut avoir le sentiment d'appartenir à une collectivité solidaire. Et les Blancs américains ne se pensaient pas, et je pense ne se pensent pas toujours, comme la même chose que les Noirs. Mais il y a des très belles études d'Alessina, qui est un économiste italien qui est décédé, là, et puis d'autres, sur le fait que ce qui rend le libéralisme américain aussi virulent, ce qui rend les lois sociales globales aussi impossibles aux États-Unis, c'est la question raciale. C'est l'incapacité de définir une conscience collective et un univers de solidarité collective indépendamment de la question raciale. Alors je crois qu'en ce sens, ensuite je ne vais pas reprendre toute l'histoire des États-Unis, mais j'aurais tendance à dire qu'avec le néolibéralisme dont on commence à se rendre compte qu'il a détruit le tissu social américain, même s'il n'a pas empêché une fantastique expansion militaire, parce que formellement et militairement, le système soviétique s'est effondré plus tôt. Vous voyez, c'est ce que je distingue le système politico-militaire du système social. Et moi, j'aurais tendance à penser que la concurrence russe a fait imploser le système social américain. Et l'idée est difficile à accepter, comme je disais au début, parce qu'on emploie toujours les mêmes mots. Puis c'est vrai que le système politique ne s'est pas effondré. Mais si l'Amérique est encore que quand on voit les affrontements politiques actuels aux États-Unis, il arrive qu'on se demande si le système est complètement normal. Mais il faut être capable de voir que le système social américain n'est plus le même, est devenu autre chose, et que cette transformation, ça n'a pas été aussi violent que l'implosion du communisme, qui a créé des niveaux de souffrance instantanés beaucoup plus élevés. Mais quand même, obtenir dans le pays qui était le plus riche du monde, qui, dans les années, à la fin des années 20, produisait 45% de la production industrielle mondiale, obtenir maintenant une mortalité infantile absolument minable, une baisse de l'espérance de vie, il y a bien eu destruction de quelque chose, je dirais, au final. Et puis, c'est tellement facile de faire la liste de tout ce qui est cinglé aux États-Unis. Vraiment. Je veux dire, vous prenez, prenez la hausse du taux d'incarcération aux États-Unis. Hein? Le nombre de gens qui sont en prison, puisque maintenant, il commence à monter en 1985, au cœur de la révolution néolibérale. Et puis, je ne sais plus, c'était cet Américain d'origine russe très drôle, Orlov,
un Orlov parmi d'autres Orlov, évidemment, qui avait parlé qui parlait, lui, en termes de concurrence américano-russe, et qui avait une phrase très drôle, il disait les Russes, importants leaders avec leur programme très performant Goulag, sont rattrapés par les États-Unis à partir d'une certaine date. Et effectivement, en 2016, nous avons aux États-Unis 655 incarcérés pour 100 000 habitants aux États-Unis et 328 seulement en Russie. Et les États-Unis sont le pays où le taux d'incarcération de la population, où les Noirs sont surreprésentés bien sûr, le plus élevé du monde. C'est 3% de la population. Oui, c'est ça. Mais ça n'est pas, ça n'est pas une société normale. Vous prenez, je dirais, la santé américaine. Il y a un petit rapport quand même entre la santé aux États-Unis et les mauvaises performances en termes d'espérance de vie, etc. Dans un pays normal, de niveau de développement comparable à celui des États-Unis, les dépenses de santé, c'est 10 à 11% du produit intérieur brut. Aux États-Unis, pour ce résultat inférieur à ceux de tous les autres pays, les dépenses de santé, c'est 16,5% du produit intérieur brut. Bon, je pense que si on prenait... je n'ai pas eu le temps de le faire, et je m'en excuse, les dépenses d'éducation, qui sont beaucoup plus bas, qui sont élevées aux États-Unis, et quand on voit les performances éducatives américaines, je ne parle pas des universités de pointe qui recrutent des étrangers, on a tout comme ça. Alors mon espoir, c'est qu'en fait, il faille déflater les dépenses militaires américaines dans les mêmes proportions. Quand on présente ces immenses... et que le niveau d'inefficacité de l'armée américaine soit équivalent à l'inefficacité du système de santé américain ou du système éducatif américain. L'une des choses que je vais faire dans l'année qui vient, je vais calculer un produit intérieur brut par tête réel en partant de données démographiques plutôt que de données économiques. Alors, bon, je crois que vous avez compris où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'il faut... Alors, il y a des élections aux États-Unis. Si vous travaillez sur l'Europe et l'Union européenne, c'est très facile de démontrer que l'Union européenne qu'on n'est plus en système démocratique ici. On est en système libéral, hein. Regardez, je parle, personne ne va venir me chercher à la sortie. Alors bien entendu, le contrôle de la presse par l'argent devient aussi pesant dans un pays comme la France qu'aux États-Unis. Mais la valeur libérale n'est pas touchée. On peut s'exprimer et c'est admirable et je m'en félicite en tant que chercheur. Mais l'idée d'égalité du corps des citoyens, d'un gouvernement qui fait ce que la population exige, et si on arrête de se dire que faire passer un message à des dirigeants, c'est pas juste voter, mais être dans un système de mœurs où ces dirigeants acceptent de faire ce qu'on attend d'eux, bon, c'est très facile de démontrer qu'en Europe, de toute façon en Europe, comme le gouvernement n'a plus de pouvoir de création monétaire, d'action économique, vous savez très bien qu'en France, on n'a pas le droit de le dire, enfin, par intervalle régulier à la télévision, mais on n'a pas le droit de dire si un type vous dit qu'un truc va être fait à l'échelle européenne, c'est que ça ne sera pas fait. Enfin, nous, en France, on vit dans un système démocratique totalement bouffon, c'est facile. Mais pour les États-Unis, j'ai eu plus de mal à accepter l'idée à cause des élections. Puis au risque de choquer, au-delà de toutes ces outrances verbales et de sa coiffure que j'ai toujours pas digérée, Trump m'avait donné un petit espoir de regain démocratique finalement. Un truc qui allait contre le sentiment de montée en puissance oligarchique. Et ça, on verra. Mais je crois qu'il faut être capable... En fait, il faut être capable de penser... Comme il y a eu cette stratification éducative partout, il faut être capable de se débarrasser de l'idée que le bon concept de comparaison, c'est le concept démocratique. Hein, c'est ça que les gens s'envoient à la figure. La Russie de Poutine n'est pas démocratique. Moi, je dis, ouais, l'Europe n'est pas démocratique. Non, je pense que ça serait mieux de considérer que, compte tenu de ces stratifications éducatives, de ces différences entre gens qui font des études supérieures, etc., maintenant, faisons l'hypothèse
prenons comme axiome, plutôt, allons-y, lourd, l'idée que maintenant tous les systèmes sont oligarchiques. Crac, il n'y a plus de démocratie, il n'y a que des systèmes oligarchiques différents selon le système de mœurs. On pourrait faire des nuances, on pourrait se dire, comme ça m'a été suggéré, que l'une des grandes différences entre la non-démocratie russe ou la non-démocratie américaine ou occidentale, ça serait qu'en Russie, les gens savent ce qu'est leur système. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a une conscience exacte de la situation en Russie. Et que ce qui est spécifique de l'Occident, c'est qu'on vit une non-démocratie sans être conscient du fait qu'on est en non-démocratie. Je pense que je pourrais en faire quelque chose sur le plan de l'analyse des systèmes familiaux. Je pense que dans les cultures libérales, c'est difficile de se penser comme vivant dans un pays non démocratique. Il y a un travail psychique à faire. Vous voyez ? Et puis la confusion entre libéraux. Voilà. Et donc, voilà. Mais c'est vraiment très intéressant. Alors, je conclus, puis je vais rajouter une horreur pour terminer quand même. Alors, pourquoi cette fixation sur la Russie? C'est le sujet. Donc, en principe, je vais voudrais essayer de terminer en répondant de façon concentrée à la question que j'avais posée. Pourquoi cette fixette américaine sur la Russie? Ben, la vérité, c'est que cette fixette américaine sur la Russie, il n'arrive pas à se débarrasser. Alors que c'est évident que la Russie n'est pas une menace. C'est que, en fait, on ne peut pas penser l'histoire des États-Unis depuis la guerre sans la Russie. Elle devient impensable. C'est-à-dire que, d'abord, les deux pays étaient alliés pendant la guerre. N'oublions pas, et je conclurai ultimement là-dessus. Et puis, ensuite, la période de grande prospérité américaine a été associée à la concurrence russe. Donc la Russie est finalement un très bon souvenir. C'est une sorte de nostalgie de la grandeur russe dans l'âme américaine, je pense. Et puis ensuite, la Russie est associée à l'effondrement du système social américain. Parce que les Russes ont gagné. La démocratie américaine a été détruite, en grande partie, par la concurrence du communisme. Et donc, là, c'est le ressentiment. On commence à comprendre le titre de la conférence, l'amour vache. Donc, nostalgie des jours heureux. Ressentiment pour les horreurs qui se sont passées ensuite. Alors ensuite, le pire, évidemment, ça a été, après l'effondrement de l'Union soviétique, c'est là que l'Amérique est devenue totalement cinglée. Vous voyez, c'est parti dans tous les sens, des guerres complètement inutiles. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, c'est un modèle qui tient, je pense. Alors, donc je vais terminer sur je ne sais pas quoi. À la source, il y a un empire américain dont on ne sait pas s'il durera encore, etc. Il ne me semble pas très bien parti ces jours-ci. Va-t-il ou ne va-t-il pas résister à la montée en puissance de la Chine, ou de tout le monde d'ailleurs, ou à la déflation démographique? Mais en vérité, en principe, pour un Romain ordinaire, d'accord? On se met tous, on est dans Astérix, et on est un Romain ordinaire. Et comment est-ce qu'a été constitué l'Empire romain? Je veux dire, par les armes romaines, par des guerres très dures, à l'échelle cantonale, dans le Latium, puis en montant toute l'Italie, et puis Carthage. Oui, c'est quand même l'armée romaine, mais et la plupart des empires, l'empire mongol aussi était quand même constitué par les armes, mais en fait l'empire américain n'a pas du tout été constitué par les armes, en tout cas pas par les leurs. Parce que si vous relisez Kagan, vous verrez très bien que l'empire américain, c'est le contrôle de l'Allemagne et du Japon, les puissances industrielles. Enfin, ils ne se sont pas arrivés tout ça. Alors le Japon était une quantité négligeable. Hein. Le Japon, en 1928, c'était 2,4% de la production industrielle mondiale. Les États-Unis, je l'ai dit tout à l'heure, 44,8%. La pièce de résistance, le vrai problème, c'était l'Allemagne, avec 11,6% de la production industrielle mondiale, avec la crise de 29. Et ainsi que nous le savons tous historiquement, l'armée allemande est quand même coriace.
Et ce n'est pas du tout les États-Unis qui ont abattu l'armée allemande, c'est l'armée rouge. Et donc en vérité, le contrôle de l'Allemagne par l'Amérique, sur toute la partie occidentale, le pôle principal du système américain, mais c'est les armes russes. Donc il y a quand même une escroquerie fondamentale dans la puissance américaine, qui au départ a été fondée par la Russie. Et ça, c'est le péché ultime. C'est ce qu'on ne peut pas dire. Je crois que je vais arrêter là. Je suis content parce que je vais avoir l'air du type super sérieux. Alors, je donne ma source, en plus, c'est le truc mis en place par Piketty et ses copains, le World truc. Ben, les 1% supérieurs, c'est 20% aux États-Unis et 20% en Russie. Et en Europe occidentale, en général, c'est 12,5%. Et si on prend les 10% supérieurs, ça va être la même chose en Russie et aux États-Unis, c'est autour de 46-47%. Donc c'est très intéressant, en fait. Moi, je ne sais pas si ça... Quand je parle de valeur, ce n'est pas la même chose que la richesse. Hein. C'est pas ce que donne Milanovic. Ben, moi, je suis Piketty. C'est pas le prophète. Hein? Non, je veux dire, c'est pas Dieu. Ouais, Piketty? ouais. Non, mais quand même, sur les questions de mesure de la richesse, ils sont quand même assez performants. Hein. Voilà. Mais de toute façon, je pense que dans ces niveaux d'inégalité, c'est quand même 2 fois plus que l'Europe occidentale. Hein. Je n'ai pas l'explication au bout, mais je pense que ça a un rapport avec une dimension commune des systèmes américains et russes, qui est une dimension impériale, en fait. D'avoir une classe supérieure extrêmement puissante, ça a plus rapport avec un moment impérial de l'histoire qu'avec des valeurs culturelles quelconques. Voilà. Mais peut-être j'ai dit n'importe quoi. Ça me paraît plus logique aussi. Oui, non, mais moi, je suis forcé vous avez peut-être raison. De toute façon, honnêtement, même, si vous voulez, je pourrais... de toute façon, je ne fais aucune confiance aux chiffres économiques. Je veux dire, pour moi, il n'y a que les chiffres démographiques. Et si j'ai le choix entre chiffres démographiques et chiffres économiques, il n'y a pas photo. Bon, je pourrais moi-même vous dire qu'il y a des naïvetés dans la courbe de concentration des revenus dans le bouquin de Piketty. Tenez, je vais me démolir tout seul. Je vais me démolir tout seul. Je vais faire un accès de masochisme, c'est l'effet des gardes d'enfants. Je regardais la courbe pour la Russie et je voyais qu'il avait des tendances pour l'époque stalinienne. Je me suis dit, il est vraiment très fort, Piketty. Parce que, honnêtement, faire confiance aux chiffres de l'époque stalinienne, il faut s'accrocher. Hein. Pour les mesures des inégalités, je veux dire, quand le système marchait, vous voyez, donc, voilà, peut-être, je ne sais pas. Honnêtement, là, j'étais plutôt sur les années du passé. En fait, j'ai parlé des États-Unis, je n'ai pas parlé de la Russie ce soir. Hein. Comme je dis, la russophobie, c'est un truc qui arrive aux Occidentaux. C'est notre maladie à nous. Ce n'est pas la maladie de la Russie, évidemment. Mais là, je ne sais pas. Ça va nous dire, l'évolution qui vient va nous dire beaucoup sur l'attitude des États-Unis vis-à-vis de la menace chinoise. C'est-à-dire, mais en fait, donc si vous mettez dans un plan où si la Chine est vraiment la menace qu'on dit, pour un certain nombre d'années, l'issue logique, c'est de s'entendre avec la Russie, dont l'intérêt géopolitique à long terme n'est pas la puissance chinoise. Enfin, il faut être un enfant pour voir ça sur une carte. Mais maintenant, et donc on devrait... Moi, le seul pays du monde où on me prenne vraiment au sérieux, c'est le Japon. Hein. Là, ici, je suis tricard dans la presse et dans les médias d'État, ou même plus loin. Mais au Japon, je m'exprime sur l'évolution des rapports internationaux, dans les plus grands journaux, à la télévision. C'est très gratifiant. Et là-bas, je suis tout à fait sur une ligne, genre, ce qui est important pour le Japon, c'est de rester en bon terme avec les États-Unis, mais d'améliorer ses rapports avec la Russie, ce qui était la ligne AB d'ailleurs. En fait, c'est tout à fait l'attitude au Japon, je parle comme un Japonais.
Et donc, si j'en parle comme ça, en fait, moi, j'ai longtemps vécu, et peut-être je suis toujours dedans, avec l'idée de ce que la paix du monde ne pouvait... J'ai fait plein de conférences au Japon sur ce thème. Je suis un peu en décalage ce soir avec ça. Si je ne fais pas une petite crise. Mais pour moi, c'est l'une des possibilités de la conférence. C'est la paix du monde ne peut être assurée que par une bonne entente entre la Russie et les États-Unis. Et ça dépend des États-Unis au stade actuel. Et s'il y a une telle menace... Mais là, je ne sais pas, ils sont peut-être complètement givrés. Ces livres que j'ai lus sur l'establishment, quand je parlais de BHL collectif, ce n'était pas vraiment une image. Hein. Ils sont vraiment graves. Et donc, je ne sais pas, peut-être qu'on n'est pas dans une époque de rationalité politique. Regardez la France maintenant. Hein? Le niveau de vie va baisser à toute vitesse et tous les partis politiques font de la surenchère pour savoir s'il faut taper sur les Arabes et les Noirs. Hein? Je suis absolument persuadé que le zémourisme est un effet secondaire du confinement sur le plan mental. Et donc en fait, on n'est pas dans le raisonnable, le rationnel. Et là, je fais une sorte de basculement intellectuel, parce que ces dernières années, j'ai beaucoup fréquenté l'imbécilité des élites françaises, qui sont quand même mon milieu d'origine et d'arrivée, si on peut dire. Mais je ne sais pas pourquoi je m'étais fabriqué l'idée que les Américains étaient plus malins. Vous voyez ? Et là, ce que je lis, je me dis, mais non, l'ultime percée intellectuelle, c'est de voir que l'Amérique est aussi cinglée, mais avec une armée d'une autre taille. Donc je ne sais pas. Mais ça va être super intéressant. Hein. Pour vous les jeunes. Je n'ai pas visité le pays, je suis allé faire 2 fois de suite, j'ai fait le circuit du Collège français de Moscou et de Saint-Pétersbourg, où Marek Alter faisait promener des Français. Donc je n'ai pas vu la Russie. Parce que j'allais vous demander si vous étiez retourné depuis et si vous avez Non. des évolutions que... Non, mais il faudrait, mais moi je ne suis pas un grand voyageur. Oui, mais c'est une exception. Alors, par contre, je me souviens que la première fois que j'avais été au Japon, c'était juste après la première fois que j'avais été en Russie. Et ça m'avait amené à considérer le Japon comme un pays super européen à l'époque. C'est une super préparation. On va dans la Russie au moment de l'effondrement du communisme, capitale, puis ensuite on fonce à Tokyo. Voilà. Mais non, il faudrait. Mais il y a tellement de choses à faire. Tellement de... Non, mais c'est... Vous voyez, c'est les... Mais c'est là que je m'accroche à mes taux de mortalité infantile. Alors, vérifier qu'ils sont corrects. Donc là, j'ai vérifié sur toutes les sources pour mortalité infantile. Pour moi, c'est plus sûr. Il faut se faire des impressions des lieux. Avant de faire mon livre sur la chute du système soviétique, j'avais été en Hongrie quand même. Et on pouvait se balader en Hongrie, puis des copains analogues, socioculturels. Mais j'avais jamais été en Russie. Hein. Je ne parlais pas un mot de russe. Quand j'ai prédit l'effondrement du système soviétique, c'était quand même super fortiche. Et quand même, il ne faut pas avoir peur. Hein. Et là, actuellement, je ne suis pas à jour. Mais si ces taux de mortalité infantile est correct, franchement ici, la baisse du taux de suicide est correcte, en fait j'ai la tabulation là tirée de l'annuaire statistique russe pour toutes sortes de variables, y compris les maladies cardiovasculaires. Si tout ça est vrai, on est au bord d'un basculement historique positif. Quoi qu'on dise sur l'économie, l'importance du gaz ou tous ces trucs-là. Mais c'est un acte de foi et qui est ébranlé ces jours-ci parce qu'il y a un pays maintenant, j'avais jamais vécu ça, dont les statistiques démographiques sont pourries. La Chine. Alors là, la Chine, quand on a vu sortir le dernier indicateur de fécondité, dont je me demandais s'il était 1,5 ou 1,7 et qui est sorti 1,3 d'après le recensement. Donc là,
s'il y a des chiffres démographiques pourris, il est temps que ma retraite devienne plus active et que je fasse plus de garde d'enfants. Non, mais alors là, d'abord, il faut faire une... Non, mais ça fait partie du boulot que je devrais faire, mais ça bouge tout le temps. Sur un pays comme le Japon, qui est calé à 1,4 depuis des décennies, il n'y a pas de problème. Pour l'Allemagne, la même chose. La France, il y a eu une petite chute. Bon, l'Italie, etc., c'est la catastrophe. Taïwan et la Corée, c'est à peu près ce qu'il y a de pire. Et la France, on se trouve pas trop bien. La France, ça va pas mal. Jusqu'à récemment, les États-Unis, ça allait pas mal, mais en fait, ça a commencé à baisser aussi de façon très substantielle aux États-Unis. Donc ce qui est assez drôle, parce que les géostratèges américains attendaient de l'effondrement démographique russe la solution ultime de tous leurs problèmes de rapport de force. Et en fait, maintenant, c'est la fécondité américaine qui fléchit. Mais avec une énorme immigration, et ce qui est spécifique des États-Unis, mais qui, une fois de plus, fallait distinguer de l'Europe et de la Russie, c'est une expansion démographique rapide. La croissance, mais c'est autre chose, mais c'est par l'immigration, par une population qui reste plus jeune. Je dois travailler là sur l'avenir des États-Unis. Vraiment, je serais la toute-puissance de la Chine dans l'avenir pour des raisons démographiques. J'y crois pas, j'y ai jamais cru. Ça va pas s'arranger. Les États-Unis, je ne sais pas. C'est comme s'il y avait une course de vitesse entre l'expansion démographique et la baisse du niveau intellectuel. Non, c'est super compliqué. Je veux dire, non mais regardez, non mais réfléchissez. Quand on vous parle, vous dites, c'est simple à calculer, un indicateur conjoncturel de fécondité. Vous avez une variable qui est sûre, c'est simple à calculer et c'est très fiable. Mais pourquoi on fait des enfants? Je vais vous dire le truc. J'étais en train... Pourquoi c'est difficile? Donc j'étais en train, quand je faisais je ne sais plus quel bouquin, je venais d'écrire une phrase ironique sur la fécondité de la population fortement religieuse en Israël. Pas de malice, je suis largement d'origine juive, hein, donc pas de malice de ce côté-là. Et donc j'avais écrit une phrase, oui, toi, ironisant sur les 4 enfants par femme. D'accord? Puis tout d'un coup, je me suis dit, mais j'ai combien d'enfants, moi? 4? Donc, en fait, on est... Vous voyez, un jour, je raccompagnais à la porte un journaliste japonais chez moi qui me disait, mais qu'est-ce qui fait que les Français ont plus d'enfants que les Japonais? Qu'est-ce qu'ils pensent? Et je lui dis, je ne sais pas, c'est quand même très compliqué de savoir pourquoi les gens décident de donner la vie. C'est très très compliqué, ou de ne pas la donner. En fait, c'est comme si vous demandiez aux gens, c'est quoi le sens de la vie? Hein? Je ne sais pas si vous avez trouvé, envoyez-moi tout de suite un télégramme. Et donc, je demande à ce journaliste japonais, vous-même, vous avez combien d'enfants? Le japonais, il me dit 2. Je lui dis, pourquoi? Clac, la mâchoire du mec qui tombe. Il ne sait pas. C'est vraiment un grand mystère. Il y a des corrélats. Donc, par exemple, l'une des caractéristiques de la bonne fécondité française, et ce qui était assez sympa, c'est pareil en Scandinavie, c'est que le différentiel, selon le niveau éducatif, était faible. C'est-à-dire que les ouvriers faisaient un peu plus d'enfants, les éduquaient un peu plus d'enfants, mais il n'y avait pas de grosses différences. Dans le monde anglo-américain, il y a eu des changements récents, puis d'autres changements que je ne connais pas, mais longtemps, les grosses fécondités étaient une spécialisation populaire. Oui, mais ça vient d'eux. Vous ne pouvez pas dire la pression. Moi, ça serait ma résistance au concept d'oligarchie. C'est qu'il y a des structures oligarchiques, il y a des pressions du système exercées par eux, mais l'existence de ces groupes supérieurs d'expression, c'est aussi parce qu'il y a au-dessous des mentalités collectives qui le permettent. J'avais parlé d'atomisation. Et je veux dire, la pression collective à la basse fécondité, au fait de mettre d'abord les études et d'abord s'occuper des parents. J'avais une amie japonaise qui me disait « Oh là là, Emmanuel, tu ne peux pas savoir, le néo-confucianisme avec une population qui vieillit, c'est l'enfer. » Donc, mais c'est les mentalités de tout le monde.
Vous savez, Hitler n'a pas réussi à faire remonter la fécondité allemande. Vraiment. Et là, vous allez voir comme le Parti communiste chinois combien il va avoir de réussite pour la gestion de la fécondité, ayant abandonné la politique de l'enfant unique. Vous allez voir, je veux dire, le pouvoir et la conscience globale contre les conduites individuelles. C'est très compliqué, très très compliqué. Eh bien, elles ne le sont pas. Et donc, j'ai donné quelques chiffres globaux évalués, mais en fait, si vous regardez un livre comme Où en sommes-nous, où il y a des graphes qui mesurent l'évolution du taux d'éducation supérieure par groupe d'âge, j'utilise pour tous les pays occidentaux une base de données dont je n'ai plus le nom en tête, mais voilà. Et pour la Russie, je suis allé directement au recensement qu'un ami m'a aidé à traduire, mais j'ai bien précisé dans le texte que les données russes et autres étaient pas forcément comparables. En fait. Mais par contre, ce qui est toujours utile, c'est la dynamique dans un pays donné. Vous voyez, le type, je vais faire de l'anecdote qui ne présente absolument aucun intérêt, mais ça me fait plaisir. C'est le copain qui m'avait trouvé ces données russes, c'est un type qui s'appelle Alain Blum, qui est démographe à l'INED, et très bien pensant, anti-Poutine. La dernière fois que je l'ai vu, il a toujours peur qu'on s'engueule si on se voit. Mais je l'avais, un jour, je crois qu'il était en Russie à ce moment-là, et je lui avais écrit pour lui dire « Tu ne pourrais pas me trouver des données sur l'alphabétisation ?» Il me dit « Mais non, je ne sais pas, ça n'existe pas. » Mais je dis « Mais regarde le recensement, tu as des trucs par âge. » Il me dit « Ah oui !» Ensuite, je l'ai embêté pour qu'il me traduise toutes les tabulations, voilà. D'accord ? Et puis ensuite, bon, voilà, très bien, merci Charles. Et puis ensuite, on lui a demandé sur son avis sur un de mes bouquins, je ne sais plus lequel. Il a dit Emmanuel Todd est un idéologue qui ne s'intéresse pas aux faits. C'est pas beau, ça? Hein? Extraordinaire. Je suis content de le dire en public, ça me fait du bien. J'ai pris un côté vieille pipelette. Mais c'est vraiment des... j'ai un document précieux chez moi qui est une photocopie du recensement russe de 1897. C'était l'époque géniale où les recensements n'étaient pas en bilingue, en langue nationale anglais, mais le recensement russe était en russe et en français. Ça, c'est vraiment un bonheur. Mais bon, c'est plus compliqué maintenant. Mais vous avez raison, c'est très compliqué. Mais en vérité, les statistiques de l'OCDE vont parler de tous les pays occidentaux, mais dès qu'on parle d'éducation supérieure, les comparaisons entre pays sont... Emmanuel, vous avez parlé de la crétinisation des plus diplômés. Oui, absolument. Alors, ils sont plus crétins dans quel pays? Ah non, alors là, eh bien voilà, c'est une question très intéressante, et donc je suis content que vous l'ayez posée. Attendez, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre. Bon. Et en fait, cette question, je l'ai posée au stade actuel que pour la France. Donc là, je sais ce qui se passe sur le plan universitaire. Je sais quels sont les systèmes de tri. J'ai eu l'occasion, dans une interview, de mettre en évidence le fait que maintenant, avec l'estampille étatique donnée aux diplômes des écoles de commerce, maintenant on pouvait acheter un diplôme du supérieur en France. Ça ne va pas faire monter le niveau, hein, des choses comme ça. Mais je n'ai travaillé que sur la France. Et là, après la lecture du bouquin de Stephen Walt sur le blob, l'establishment géopolitique américain, ça m'a donné vraiment envie de m'intéresser à la crétisation des diplômés aux États-Unis. Donc ça va être l'un de mes sujets de recherche. La Russie n'est pas accessible. Hein. Je comprends l'anglais. J'arrive bien à voir si un anglais ou un américain est bête. Mais le russe est impénétrable pour moi. La seule comparaison que j'ai faite concernant les Russes, j'ai eu l'occasion de le dire et ça m'a...
Et on m'a sucré un voyage pour les services culturels français au Vietnam. C'est que j'avais dit à France Culture, j'avais dit quand même, j'ai vu des diplomates russes et des gens du Quai d'Orsay, les Russes c'est quand même un niveau supérieur. Et alors ça c'est le genre de truc que le Quai d'Orsay ne pardonne pas. Là c'est vrai qu'ils sont bêtes. Hein.